Bonjour Jean-Luc, Bonjour. bonjour à vous tous. Euh, Ben oui, recherchez de votre Bonjour côté, Pierre. moi je vais rechercher du mien aussi. Bonjour. Voilà, ça va? Ok. Alors, est-ce que c'est possible de débrancher les micros? Vous allez avoir, alors d'abord, je tiens à vous remercier d'être aussi nombreux aujourd'hui, à remercier Jean-Luc Callonger, qui est coprésident de cet observatoire sur la gestion de centre-ville. Donc, vous allez découvrir qu'est-ce que la gestion de centre-ville. Je tiens à remercier également la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, qui est représenté aujourd'hui par son technicien Ronan Maillot, qu'on connaît très très bien, et voilà, et qui va être excellent, je pense, qui est chef de file aujourd'hui à la métropole du Grand Paris, vous allez voir, d'un projet Urbact. Voilà, et je vais laisser tout de suite la parole à Clarisse qui anime l'Observatoire européen du centre-ville, qui est de la technicienne de cet observatoire, et qui va vous expliquer comment on sous-titre en anglais. Voilà. Alors, bonjour à tous déjà. Donc, je vais expliquer une première fois en français et après en anglais. Hein. I'll explain this in English too. Donc, normalement, pour déjà mettre les sous-titres, vous allez dans les 3 petits points autres et vous avez donc langue et voix et vous allez donc activer les sous-titres. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir les sous-titres qui s'affichent normalement en bas de votre écran. Et sur le petit logo en fait pour les paramètres, donc vous cliquez dessus, vous allez avoir langue des sous-titres et langue parlée. Ne touchez pas à langue parlée, s'il vous plaît. Vous ne touchez pas. Vous pouvez seulement régler la langue des sous-titres comme bon vous semble. Mais surtout, ne touchez pas à la langue parlée, s'il vous plaît. On s'occupe de ça, sinon c'est le bazar. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez à faire là-dessus. On répète peut-être. Donc, en haut à gauche, vous avez les 3 points. Sur les 3 points, on clique sur ces 3 points. Hop, autre, qui est écrit autre. Et vous avez langue et voix. Voilà, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous activez les sous-titres. Une fois que les sous-titres sont activés, vous allez dans les réglages. Les réglages, c'est en bas à droite toujours. Et c'est la petite fleur à côté de la croix de fermer. Et ensuite, vous réglez seulement la langue des sous-titres. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous ne touchez pas à la langue parlée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Okay, so for this one in English, if you want to handle the subtitles, you'll have to click on the 3 little dots, and then you have language and voice, and then you just have to activate the subtitles. You'll then have a box that will appear at the bottom of your screen with the subtitles. You just have to click on the little item for the for the parameters, and then you will see the subtitle language and the spoken language. You only have to choose the subtitle language. You don't touch the spoken language, otherwise it's going to be messy. So only the subtitle language. And if you have any questions about this, please use the chat. Okay. J'espère que l'explication était claire pour tout le monde. Sinon, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, hein, dans la conversation, on remettra de toute façon un message pour préciser le fonctionnement si besoin. Voilà, donc encore un très grand merci au co-président de cet observatoire qui a été géré de main de maître. Merci à vous deux, et Jean-Luc et Ronan. Et on vous laisse donc la parole pour ces 2 heures de débat qui vont être passionnants sur la gestion de centre-ville. Donc, je crois que c'est toi, Jean-Luc, qui commence. Hein. Oui, je prends la parole ou Ronan? Donc, alors, au niveau Bonjour, je crois que c'est à moi de commencer, en effet. Peut-être avec l'appui du diaporama?
Oui, on te l'envoie tout de suite. Voilà. Bonjour Ok. bonjour et bienvenue à tous et toutes. Donc l'idée, bien sûr, est de parler de management de centre-ville, town center management, city center management. Il y a plusieurs formules hein, aujourd'hui, même downtown management, pour parler aujourd'hui de la gestion de centre-ville, du pilotage finalement des actions autour des centres-villes. Et on va dérouler ça en 3 parties. La première partie est un peu une démarche introductive qui va nous parler aujourd'hui, peut-être vous, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de centre-ville? Pour vous, qu'est-ce que c'est la gestion de centre-ville? Une deuxième partie qui seront des témoignages de gestion de centre-ville selon différents modèles de pays, puisque nous aurons des interventions du Canada, de l'Angleterre, de la Suède et de l'Italie, mais on pourra avoir également le regard aussi de la Belgique, mais aussi du regard français aussi, sur la gestion de centre-ville, hein, de la redynamisation des centres-villes, la vitalisation des centres-villes, donc avec un regard croisé autour de la gouvernance, qui est le thème aujourd'hui qui va être évoqué sur la gestion de centre-ville. Et puis une troisième partie qui sera plutôt une partie participative pour voir aujourd'hui quels seraient les thèmes autour de la gestion de centre-ville qui devront être évoqués dans les prochains mois. Donc par rapport à ça, je peux vous présenter le planning que nous avons à vous proposer. Donc slide suivante. Donc juste peut-être pour vous expliquer qui je suis. Ronan Maheo de la métropole du Grand Paris et je suis un programme qui s'appelle Liveling Cities, Centre-ville vivant, qui aujourd'hui est un programme d'accompagnement des communes de la métropole, donc des villes de la métropole, ce qui représente aujourd'hui 131 communes et 95 communes sont entrées dans ce programme d'accompagnement qui est à la fois un accompagnement de projet, accompagnement technique, juridique et financier des projets de revitalisation de centre-ville des communes de la métropole. Et à ce titre-là, nous sommes rentrés dans un programme européen qui s'appelle Cities at Heart, qui a vocation à travailler justement sur le management de centre-ville, sur la gestion des centres-villes à travers différentes thématiques, habitat, espace public, commerce, mais également inclusion, et tout ce qui va tourner autour d'outils de gouvernance et de pilotage de ces centres-villes. Aujourd'hui, sur la gestion de centre-ville, hein, pour faire l'écho avec les autres observatoires pilotés par Centre-ville en mouvement, donc celui-ci est vraiment basé sur la gouvernance, sur le pilotage, les indicateurs, et évidemment identifier les bonnes pratiques selon les pays, selon les collectivités, selon les communes européennes, mais aussi au-delà, puisque nous avons le Canada avec nous aujourd'hui. Donc l'idée est de travailler sur ces éléments-là, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et donc on va continuer sur le planning. Donc aujourd'hui, c'est le premier webinaire qui nous réunit, hein, qui est un peu le webinaire introductif, hein, qui est là pour mettre en avant la méthode pour les prochains webinaires. Donc là où on prévoit 4 webinaires sur différents sujets, différentes thématiques que nous regarderons tout à l'heure selon vos besoins et vos attentes. Donc avec un planning qui nous amène en novembre 2025 sur un European Forum of City Center, donc des assises européennes du centre-ville qui se dérouleront à Paris en novembre 2025. Donc évidemment, vous êtes les bienvenus pour participer à cet grand événement, hein, donc qui se déroulera donc en novembre 2025. Donc, Jean-Luc Canongé, et je travaille ici avec la casquette de l'association internationale TOSEMA. Alors, pourquoi démarrer ce premier webinaire en faisant appel à des modèles extérieurs? En fait, des modèles qui fonctionnent depuis longtemps. Donc, on a longtemps hésité, choisir qu'est-ce qu'on présente pour le premier webinaire, parce qu'un premier webinaire, c'est toujours une période de lancement, et donc il faut voir, c'est un essai. Et donc, le choix qui a été fait, c'est prendre des modèles de gouvernance, mais quand on dit modèle de gouvernance, se cache derrière également le financement.
de la gestion de centre-ville. Et donc, on a pris des modèles de gouvernance qui existent depuis longtemps et qui ont fait leur preuve et qui n'ont plus grand-chose à prouver, si ce n'est, je veux dire, la poursuite de leur activité. Donc, ce que je vous propose, et vous pouvez passer d'ailleurs directement à la slide suivante, simplement la définition qu'on vous met maintenant et les mots-clés que vous allez retrouver sont les mots-clés qui ont été définis dans le cadre de la définition européenne de la gestion de centre-ville. Et donc, cette définition européenne a été élaborée en partenariat avec tous les pays membres de l'Union européenne en 2004. Et donc, on retrouve approche multidisciplinaire, partenariat privé-public, vision, stratégie, vitalité, viabilité du centre-ville. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est, comme ça, je vous ai donné les mots-clés qui apparaissaient dans la définition européenne du centre-ville. Je vous propose de directement passer à nos cas pratiques et de céder la parole en premier lieu à Pierre Boudreau pour le Canada, qui va nous présenter le concept des sociétés de développement commercial et le type de travail qui est fait au Canada. Pierre, je te cède la parole. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Parfait. Donc, est-ce que je peux avancer moi-même les diapositives ou quelqu'un va le faire? Vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de souci. On peut arrêter le partage et vous pouvez partager votre propre présentation. Non, non, ça va. Parfait. Je vais faire avancer parce que je crois que je vois le plus ici. OK. Ben, OK. Ça va. Alors, bonjour à tout le monde. Mon nom est Pierre Boudreau. Je vous parle de Montréal. On espère que la connexion Internet dans le fond de l'océan Atlantique va tenir le coup aujourd'hui. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. J'essaie de faire avancer la diapositive et je n'y arrive pas. On va l'avancer nous-mêmes alors. Bon, mais parfait. Alors, on avance, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour me présenter brièvement, mon nom est Pierre Boudreau. Je suis consultant de ma propre firme de consultation Artère depuis 2016 et j'œuvre en gestion de centre-ville et d'artères commerciales depuis 27 ans. J'ai eu des postes de direction dans des SDC à travers ces années, donc à la Promenade Fleury. J'ai été directeur du regroupement des centres-villes et artères commerciales du Québec. J'ai été à la SDC du centre-ville de Montréal qui regroupait 5000 entreprises. Donc, j'ai géré des SDC qui étaient petites, de type artère commerciale, et des SDC de type district qui étaient quand même très grosses, une des deux plus grosses au Canada. Je suis un des cofondateurs de l'Association des SDC de Montréal et j'occupe actuellement le poste de commissaire au développement économique pour l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, qui est un arrondissement qui regroupe une population de 170 000 personnes et on a environ 7 artères commerciales sous gestion dans notre territoire. Et je m'implique auprès de Tosema également comme partenaire international et comme vice-président du conseil d'administration. Il y a des gens un peu novices. C'est quoi la SDC? J'y viens. J'ai une diapositive, je vais pouvoir vous l'expliquer très clairement. On avance, s'il vous plaît, la diapositive. Donc, juste pour vous faire le portrait, je vous parle du Canada. Dans la province de Québec, qui est une des 10 provinces, et Montréal est situé à 2 heures environ d'Ottawa et à 2 heures environ de la ville de Québec. On avance, s'il vous plaît. Alors, pourquoi on doit d'abord gérer le centre-ville? Parce que le centre-ville, pour nous, c'est plus que du commerce, c'est un bien collectif. S'il y a un déclin, s'il y a une détérioration du centre-ville, toute la ville va payer, autrement dit, cette image négative. Donc, son déclin n'est pas souhaitable. Et sa vitalité, bien sûr, influence la qualité de vie des citoyens. Mais surtout, pourquoi il faut faire de la gestion de centre-ville? C'est que si on laisse un centre-ville, si on laisse s'installer que des bannières, que des franchises, que des chaînes américaines ou autres, on observe une banalisation du tissu urbain, ce qui est inintéressant pour une ville et on perd sa personnalité. Diapo, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on peut gérer un centre-ville comme un centre commercial? Non, parce qu'un centre commercial, bien sûr, est un acteur privé qui gère tous ses paramètres, autant son immobilier que ses locataires et ses baux commerciaux, alors que sur un centre-ville, on a une partie publique qui est la ville, une partie privée qui sont les marchands. Alors, tout à l'heure, en début de rencontre, on se posait la question, qu'est-ce que c'est la gestion de centre-ville? Je pense que Jean-Luc l'a très bien souligné. C'est un partenariat public-privé qui est absolument nécessaire pour pouvoir gérer ce centre-ville ou cette artère commerciale. Diapo, s'il vous plaît. Donc,
M. Creuset, j'y viens. La SDC, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a besoin d'une SDC qui veut dire Société de développement commercial, qui est la formule que vous connaissez peut-être ailleurs dans le monde. On peut appeler ça un Business Improvement District. Au Canada, ce sont des Business Improvement Area. Ça peut être un Business Improvement Zone. Donc, la formule SDC prend différents noms. Ici, au Québec, à Montréal, on appelle ça une Société de développement commercial. Donc, pourquoi cet outil-là est nécessaire? C'est pour opérer justement le partenariat public-privé avec quatre axes très importants. La mobilisation des marchands, l'implication soutenue des pouvoirs publics, parce que les deux doivent être présents, évidemment, les marchands, les pouvoirs publics. La cohérence de l'action, on doit avoir un plan d'action. Donc, la SDC permet de prendre ce plan d'action-là et le mettre en œuvre à travers les années. Et parlant d'années, évidemment, la pérennité des actions, la durée dans le temps. Parce que quand je rencontre des assemblées de marchands qui veulent créer une SDC, je leur dis toujours, si vous ne travaillez pas ensemble, si vous ne faites pas un travail collectif, si vous n'avez pas une SDC, par exemple, dans 5 ans, je vais revenir vous voir et vous aurez les mêmes problèmes, vous n'aurez pas avancé du tout parce que vous n'avez pas travaillé ensemble sur des objectifs communs. Diapo, s'il vous plaît. Donc, la SDC est une invention canadienne, c'est bon de se le rappeler. La première a été créée au début des années 70 à Toronto par un monsieur qui s'appelle Alex Ling. Et pourquoi il a créé ça? C'était dû à la concurrence des centres commerciaux qui arrivaient. Et il est allé voir les gens de la municipalité. Il a dit, on a besoin de se regrouper. Aidez-nous à avoir l'outil réglementaire qui va nous permettre d'aller lever une cotisation obligatoire chez les marchands pour que nous ayons une masse budgétaire, que nous ayons des moyens financiers pour pouvoir protéger notre territoire, le développer, l'embellir et surtout en faire une destination commerciale de qualité. Donc, le premier partenariat public-privé de la sorte, il a été fait à Toronto en 1970. Diapo, s'il vous plaît. Alors, pourquoi une SDC? Pour se doter d'une vision commune, bien sûr, on en a parlé, pour promouvoir le développement et le rayonnement du district, mais surtout, le point principal de la SDC, c'est pour assurer le financement des actions de l'association par une contribution équitable de tous les marchands, donc avec une cotisation qui est obligatoire. Diapo, s'il vous plaît. Pourquoi on a besoin de la SDC? Parce que les associations volontaires de marchands connaissent généralement deux problèmes principaux. L'essoufflement des marchands bénévoles qui doivent la gérer, parce que ce qu'on observe dans une association de marchands volontaires, ce sont toujours le même groupe. C'est toujours le même groupe de marchands qui s'occupe de faire le travail, de payer des cotisations volontaires, de faire de la mobilisation. Donc, toujours le même groupe, alors que tout le monde peut profiter du fruit du travail de ces gens-là. Mais surtout, ces marchands bénévoles-là ont une grande difficulté à aller chercher des cotisations volontaires des autres marchands. Donc, souvent, ils s'essoufflent à cause de ça. Alors, pourquoi la SDC devient pertinente? C'est qu'elle règle ce problème de financement avec la cotisation obligatoire pour tous. Diapo, s'il vous plaît. Donc, pourquoi avoir une SDC? Pour avoir une force de groupe, une voix unique, une représentation pour pouvoir parler dans les médias et être représentatif du centre-ville ou de l'artère commerciale. Pour pouvoir aussi également se doter d'une permanence, avoir des employés, avoir du personnel qui va faire en sorte que les actions vont se réaliser dans le temps et on va développer des services pour les membres et avec l'argent que la SDC va lever, on va pouvoir réaliser des projets pour promouvoir le centre-ville. La SDC devient également un levier financier. À Montréal, si une artère commerciale ou un centre-ville n'est pas regroupé en SDC, certaines subventions ne sont pas accessibles pour l'association. Donc, quand on devient une SDC, on a accès à plusieurs subventions qui sont ciblées envers les SDC. Et on a des exemples de SDC à Montréal qui, par exemple, ont un budget de cotisation qui peuvent tourner autour de 150 000 à 200 000 $. Donc, on parle à peu près de 150 000 €, qui réussissent à tripler leur budget d'opération annuel en ajoutant les subventions auxquelles elles ont droit, ce que les associations volontaires ne peuvent avoir au même niveau, bien sûr. Et aussi, la SDC devient un partenaire d'intervention très important pour les pouvoirs municipaux. Pendant la pandémie, tout ça est arrivé tellement vite, la Ville de Montréal s'est demandé comment peut-on travailler avec les marchands, comment peut-on les rejoindre et les soutenir pendant cette période-là. Ce sont les SDC qui sont devenus leurs partenaires primordiaux parce que les SDC avaient déjà des contacts avec les membres, avec les marchands et savaient comment les rejoindre. Donc, cet outil est extrêmement utile pendant la pandémie. Diapo, s'il vous plaît. OK, bon, alors, j'y viens.
Il y a 7 catégories d'actions qu'une SDC peut faire. Embellissement du territoire, placemaking, sécurité, publicité, promotion, branding, animation et événements, service aux membres, porte-parole auprès des médias et des pouvoirs publics, représentation et partenariat et développement économique et commercial, comme du recrutement commercial et une foire de l'emploi, par exemple. Diapo, s'il vous plaît. Alors, comment fonctionne la SDC? Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? La gouvernance. La création d'une SDC est un processus démocratique qui est encadré par la loi des cités et villes provinciales et la réglementation municipale. Donc, la SDC devient une création de la municipalité et de la province. Et tout ça se fait à travers un registre, une pétition, un référendum au besoin. Le périmètre de la SDC est déterminé conjointement avec la ville. Le périmètre peut être une artère commerciale ou un centre-ville. Donc, dépendamment de la densification du secteur qu'on a, on peut faire soit une SDC de type district ou une SDC de type artère. La SDC regroupe, donc les cotisants sont toutes les entreprises, tous les lieux qui sont non résidentiels, les commerces, les services, les bureaux de professionnels et entreprises dans le périmètre. Tout ce qui est non résidentiel dans ce périmètre-là qui a été défini comme étant la zone de la SDC, paie sa cotisation obligatoire. Au Québec, à la différence de partout ailleurs dans le monde, ce sont les occupants des locaux qui paient la cotisation et non pas les propriétaires de l'immeuble. Nuance à apporter comparativement à New York, au Canada anglais et à Londres, par exemple. Diapositive, s'il vous plaît. Donc, la SDC est un organisme à but non lucratif, ce qui lui permet d'obtenir des subventions de la municipalité, parce qu'au Québec, à Montréal, la ville n'est pas autorisée à subventionner une entreprise privée, mais elle peut subventionner un organisme à but non lucratif. Donc, le grand intérêt souvent de se créer une SDC, c'est également d'avoir accès aux subventions. On a un conseil d'administration qui est composé de 9 administrateurs, donc 6 marchands élus en Assemblée générale de la SDC, 2 qui sont nommés par le conseil d'administration de la SDC et un représentant de la ville ou de l'arrondissement, que ce soit un élu ou un fonctionnaire. Et on a 2 assemblées générales par année pour les membres, une pour voter le budget annuel et les cotisations des membres, et l'autre pour présenter le rapport des activités, l'élection des administrateurs et les états financiers. Diapo, s'il vous plaît. On avance. La diapo, s'il vous plaît. Slide, merci. Bon. La cotisation obligatoire, comment elle est perçue? La cotisation obligatoire est perçue par la ville et elle est remise ensuite à la SDC. La cotisation est fixée en fonction de paramètres et d'un budget qui sont adoptés par les membres et en Assemblée générale. Donc, les paramètres de cotisation et le budget n'est pas imposé par la ville, c'est décidé par les marchands eux-mêmes en Assemblée générale. Évidemment, souvent, des montants minimum et maximum sont fixés en termes de cotisation pour éviter un minimum pour que tout le monde fasse sa part au moins et un maximum pour éviter de trop grandes cotisations. Et la base de calcul peut être soit forfaitaire de montant fixe selon la superficie, selon un taux varié qui peut combiner la valeur foncière et la superficie, et la localisation des locaux également, soit un rez-de-chaussée, soit un étage. Diapo, s'il vous plaît. 3 sources de revenus pour les SDC. Donc, on parlait tout à l'heure les cotisations des membres, ensuite les subventions publiques qui peuvent être municipales, provinciales et fédérales, et la vente de commandites qu'on appelle chez vous en France le sponsoring. Parce que souvent, les SDC sont des entrepreneurs, sont des créateurs d'événements et peuvent aller chercher des commandites. Donc, ces 3 sources de revenus-là font en sorte qu'ils peuvent développer leur budget d'opération annuel. Diapo, s'il vous plaît. L'appui financier des villes et des arrondissements, à quoi ça ressemble? Nous avons l'habitude ici à Montréal. Bon, les SDC existent depuis les années 80 à Montréal, donc ça fait plus de 30 ans, presque 40. L'arrondissement donne une subvention annuelle de 60 000 $. Donc, on parle à peu près de 40 000 € à la SDC pour les frais de locaux, la gestion de la permanence et le personnel, donc la gestion de base. La Ville de Montréal, au central, donne plusieurs subventions par rapport à un programme qui permet de subventionner des projets ponctuels, comme le comptage piétonnier, on parlait tantôt de mesurage. Ensuite, la création des SDC, rénovation de façade, le commerce électronique, le recrutement commercial, le branding, la stratégie de marketing. Donc, beaucoup de choses sur lesquelles les SDC sont appelés à travailler, autant le verdissement, le placemaking, le développement durable et les piétonisations estivales, dont je vais en parler tantôt.
Également, la ville de Québec a des problèmes qui sont similaires. Diapo, s'il vous plaît. Les facteurs de succès de la SDC. Essentiel, un appui de la ville. Si on n'a pas le partenariat avec la ville ou l'arrondissement, on perd notre temps, ça ne fonctionnera pas. Et je sais que dans certaines villes, ça peut arriver. Ils vont créer la SDC et après, merci, bonjour, débrouillez-vous avec vos troubles. Alors ça ne fonctionne pas. La création de la SDC doit devenir un vrai partenariat avec la ville et avec l'arrondissement. Pourquoi? Parce que l'arrondissement ou la ville n'a pas intérêt à ce qu'une artère commerciale ou un centre-ville périclite et décline. Donc, ils ont des objectifs communs. C'est à travers ce partenariat-là que les projets vont se concrétiser. Le projet doit venir également des gens d'affaires, des marchands eux-mêmes. Ça ne sert à rien d'imposer un projet de SDC à une association de marchands. Si les marchands ne s'approprient pas le projet, c'est voué à l'échec. Donc, élus, s'il y en a qui sont avec nous aujourd'hui, n'imposez pas un projet de SDC à vos marchands. Ils doivent se l'approprier parce qu'une fois que la SDC va être créée, ce sont eux qui vont la faire fonctionner. Condition préalable, la SDC doit être créée à partir d'une association existante qui a déjà des connaissances, qui est déjà habituée à travailler ensemble, doit compter sur un accompagnement extérieur. Ici, on a un guide de création des SDC qui a été créé, par exemple. Il ne faut pas hésiter à aller parler aux autres SDC également. Éviter la survente à propos des avantages. Ça s'est vu, on veut créer une SDC, on va dire, mon Dieu, ça va tout régler, ça va coûter presque rien, alors que c'est faux. Il y a une cotisation à payer, il faut modérer les attentes auprès de la SDC. Tout ne se règle pas en un an, il faut avoir la vision à long terme. Les résultats commencent après un an, oui, mais après 3 ans et après 5 ans. Et les SDC qui fonctionnent le mieux aujourd'hui sont des SDC qui fonctionnent depuis 25, depuis 30 ans, qui sont devenus, qui gèrent plusieurs types de projets. Donc, il faut être patient. C'est un outil à développement à moyen et long terme. Et bien sûr, avoir une cotisation qui est bien adaptée à son territoire. Diapo, s'il vous plaît. La formule SDC, vous le savez peut-être, fonctionne très bien. Donc, depuis le moment où elle a été créée à Toronto en 1970, en date d'aujourd'hui, on a plus de 2000 SDC dans le monde. Donc, forcément, ça doit bien fonctionner. Donc, vous avez les chiffres ici des différentes villes nord-américaines. Pour le Québec, à Montréal, on a 22 SDC, dont une dernière qui a été créée l'année dernière. La ville de Québec en a 7. Quand le maire Labaume, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, à Québec, ils avaient 2 SDC. Le maire Labaume a décidé de dire, moi, je veux davantage d'SDC. En 3-4 ans, il s'en est créé 5 supplémentaires. Donc, quand le pouvoir public est là et les marchands sont prêts, ça peut aller vite. Et dans la province de Québec, on en a une quarantaine. Diapo, s'il vous plaît. Il y a des regroupements des SDC au Québec. À Montréal, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal. Et on a le regroupement des SDC du Québec qui permettent de faire des représentations politiques auprès de différents niveaux et aussi avoir des projets collectifs. Diapo, s'il vous plaît. La raison du succès mondial du modèle SDC, c'est que même si l'historique et la géographie varient d'un centre-ville à l'autre ou d'une artère commerciale à l'autre, les enjeux commerciaux urbains sont les mêmes. Cycle économique, propreté, sécurité, stationnement, mixité commerciale, placemaking, formats commerciaux changeants, compétitivité, concurrence du commerce électronique, tous ces enjeux-là sont les mêmes partout ailleurs. Donc, la nécessité d'une mise en commun des objectifs et d'une collaboration de type public-privé devient très importante. Diapo, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelques exemples de projets parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quartier des Arts, SDC à Québec, qu'ils ont remplacé leurs lampadaires par des espèces d'énormes abat-jours de lampes artistiques et les expositions se font en lien avec le Musée national des beaux-arts qui est à quelques minutes de là. Sur place, c'est très impressionnant. Je vous invite à aller le voir le soir si vous passez par Québec. Diapo, s'il vous plaît. Festival mural qui a été créé par la SDC Boulevard Saint-Laurent en partenariat avec un organisme, l'organisme Mural. Ce festival qui dure une dizaine de jours en juin de chaque année et draine des foules très importantes. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant 10 jours, il y a la création de murales sur différents immeubles. Et ça, dans le fond, ça devient un acquis ensuite pour le territoire de décoration, d'embellissement, etc. Et ils ont des muralistes qui viennent de partout dans le monde pour faire ces murales-là. C'est un événement maintenant qui a un très grand rayonnement et qui fait bouger l'artère de façon assez incroyable. Diapo, s'il vous plaît. À Verdun, la rue Wellington, qui, à propos, l'année dernière a été nommée la rue la plus cool au monde par Time Out. Personne n'y avait pensé.
Eux l'ont fait, un festival hivernal avec le fameux sirop d'érable et les activités qui peuvent se faire autour d'une cabane à sucre. Vous voyez, la rue est remplie de monde et encore aujourd'hui, ce festival-là fonctionne et c'est un succès incroyable, une initiative encore là de la SDC. Diapo, s'il vous plaît. Une des tendances à Montréal actuellement, ce sont la piétonisation. Est-ce qu'on peut avancer la diapo, s'il vous plaît? Donc, piétonisation de longue durée. Depuis la pandémie, c'était devenu une nécessité, bien sûr, de fermer les rues pour que les terrasses de restaurants puissent s'installer à l'extérieur. Cette approche-là est demeurée. La photo que vous avez là, c'est l'avenue du Mont-Royal à Montréal qui fait une des plus belles piétonisations qui dure de 2 à 3 mois, dépendamment de l'année. Et vous voyez qu'il y a des jardins d'aménagés et sur environ 2 km, la rue est fermée de juin à septembre et c'est un très beau succès. Diapo, s'il vous plaît. Et ensuite, la même chose se passe aussi à Wellington, sur la promenade Wellington à Verdun. Bonjour les beaux jours. Et celle de Verdun a tellement de succès et très appréciée des citoyens. Là, ce sont les citoyens qui demandent à l'arrondissement, on veut avoir cette piétonisation-là à l'année longue. Et les commerçants disent, oh, attention, oui, c'est le fun, c'est agréable, mais qu'est-ce qu'on va faire pour les voitures, les stationnements et tout ça? Bref, je pense qu'il y a un beau débat qui va se faire bientôt à Verdun en vue de ça, parce que les citoyens aiment beaucoup ce genre de placemaking. On avance, s'il vous plaît. Le branding, identification du territoire et de la destination commerciale. Vous avez ici différentes SDC, Hochelaga, Quartier du Canal, SDC du village que vous avez connu avec les fameuses boules roses il y a quelques années, Montréal Centre-Ville et son branding, donc qui permet de vendre la destination commerciale. On avance, s'il vous plaît. Mise en valeur des membres de la SDC. Ici, la SDC qui est dans mon territoire, l'arrondissement Côte-des-Neiges. Exposition photo automnale annuelle qui se fait pour mettre en valeur les marchands locaux, les commerces de proximité, donc qui explique la provenance. Les gens peuvent scanner un code QR pour avoir davantage et écouter une capsule sonore à propos du commerce. On avance. Recrutement commercial. Certaines SDC font du recrutement commercial, donc pour combler des locaux vacants. Un recrutement commercial qui est ciblé pour venir mieux équilibrer et combler les lacunes du mix commercial de l'artère. Donc, si on a besoin de tel type de restaurant, c'est le genre de restaurant qu'on va tenter d'attirer. Promenade Wellington le fait. Ce qu'on voit ici, je suis local et je suis libre, c'est une campagne qui a été faite par la SDC des quartiers du Canal. Diapo, s'il vous plaît. Ici, on a un exemple de la SDC de Verdun qui a fait une foire de l'emploi parce qu'on sait, suite à la pandémie, on avait une pénurie de main-d'œuvre assez importante. Donc, la SDC crée un événement pour recruter des gens pour venir travailler dans les commerces de la SDC. On avance. Service aux membres. Si on prend l'exemple des SDC de Montréal, ils se sont créés un groupe pour offrir des formations à leurs marchands. Oui, on peut attirer des gens avec un événement dans le territoire d'une SDC, mais si les marchands ne sont pas performants, ils ne font pas une meilleure gestion de leur commerce, ils ne sont pas à l'affût des meilleures tendances, on perd notre temps parce qu'ils vont rentrer dans les commerces, les clients seront insatisfaits et vont repartir. Donc, les SDC offrent à leurs membres des formations en gestion de commerce, en branding, en communication et ainsi de suite, par le biais de l'organisme Détail Formation qui existe depuis une trentaine d'années au Québec et est très performant partout au Québec là-dessus. On avance. Alors voilà, ça fait le tour. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez pu voir à quoi servent les SDC, qu'est-ce qu'elles font. On avait peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me trouver sur artère.co. Voilà, merci à vous. Un grand merci, Pierre. Et donc, pour l'ensemble des personnes qui t'ont écouté avec attention, n'hésitez pas, vous pourrez tout à l'heure, lorsque les 3 intervenants auront fait leur présentation, poser des questions aux différents intervenants ou éventuellement faire comme le Pierre vous propose, prendre directement contact avec eux. Donc, un grand merci pour les SDC au Québec. Et maintenant, nous allons faire un déplacement géographique. Nous allons aller en Angleterre et donner la parole à Biladi. À toi, Bill. Juste, Jean-Luc, on va redonner les notions pour avoir le sous-titrage. Peut-être, Clarisse, je vous laisse faire. C'est reparti. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, si vous voulez activer les sous-titres, vous allez donc dans Autres, dans Langue et voix. À droite. Et vous activez les sous-titres. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir la boîte de dialogue qui va s'afficher en bas de votre écran. Vous allez cliquer sur l'icône paramètres qui est à droite de cette boîte et vous allez avoir affiché la langue, les sous-titres et la langue parlée.
Vous ne touchez que à la langue des sous-titres et non pas à la langue parlée, s'il vous plaît. Donc, vous ne changez pas la langue parlée, vous changez seulement la langue des sous-titres. Voilà. Et en anglais? And in English. So, if you want the subtitles, which it's not going to be useful for the next one, but sure. You will need to activate the subtitles with the 3 little dots. You click on that, and then you have language and voice. You activate the subtitles, and then they will appear at the bottom of your screen. You click on the little sign for parameters, and then there will be language of subtitles and spoken language. You only change the subtitles for the language. You don't touch the spoken one. All right, so I hope it's clear for everyone, and we'll let our friend Bill A.D. Do his presentation. Thank you. Good afternoon. Donc voilà, je propose maintenant de passer la parole à Bill. À toi, Bill. Good. So everybody can hear me. Great to be part of the conversation. And I will get rid of subtitles because I know what I'm saying. Good, great stuff. So good afternoon, I'm Bill Addy. As it says, I am the Chief Executive of the Liverpool Bid Company here in the UK in Liverpool. We are one of the business improvement districts. And so we've been talking about town centre management, how we use different legislation and different tools here in the UK. Actually, it follows the Canadian and North American model to have the use of a business improvement district. So what is a business improvement district? Here in the UK, we use a piece of legislation that came into being in the beginning, in the early years of the 21st century, some 20 years ago. And that legislation was modeled on the business alliance model that came out of Canada and North America. And it's how private sector businesses can use the resources of the private sector to work together to support local authorities. As I say, here in Liverpool, what we try to do, and this is our orientation statement, is we work to deliver a thriving city. Yeah, everybody does that. And it's the most important thing to do about your town and city is how you can deliver additionality. But we look at the additionality through street transformation, connectivity and collaboration to enhance the community. And this is exactly what we do. We are strategic, resourceful, visionary, and here to support you. That's the orientation statement that tells the businesses that are part of the Liverpool Bid Company what we do for them. So if you let me have the next slide, I'm able to talk through some of the detail. So I mentioned business improvement districts originated in North America originally, as we know, in Canada, actually, over 50 years ago. Business improvement districts constituted into UK law by an act of parliament. So our politicians agreed that a business improvement district could come into being to provide that additionality, to provide additional resources, that's the key to it, but also to provide the cohesion for stakeholders and local authorities and businesses to work together. The legislation that we have allows us as a business improvement district, if we are elected, so we have to go through that ballot process to provide onto the levy payers, so those businesses that are part of it, a levy. And that levy is the resource that we have each year, almost like a local taxation, but that taxation is mandatory because it's statutory, and it enables us to deliver the work that we do. As I mentioned, that each year there is a ballot. Each 5 years at each of the term of the business improvement district, we have a ballot, and we have to go out to all of our levy payers, and they vote for us. So it's quite it is an interesting process that being open to democracy. As I say, we're not a member organization. We are a democratically elected organization. And the
election is based on a double majority ballot on the rateable values of the businesses, because we use rateable values to assess the amount of levy that each business will pay, and also on the number of a vote. So we have to win ballot on 2 counts. The ballot is based upon our business plan that we provide at the beginning of our term, and that business plan is what directs how we deliver our bids. In the UK, business improvement districts are now over 330 business improvement districts across the United Kingdom, including in towns and cities. And also we have some specifics within retail parks and industrial parks. And as I mentioned, there is a significant number in London alone. Here in Liverpool, we operate 3 business improvement districts, and those 3 business improvement districts are delivered through the Liverpool Bid Company. If you let me have the next slide, that would be good. Thank you. I just mentioned, you see that this year we have a celebration across the bid movement in the UK that we are now moving into adulthood. We're maturing into organisations. We've been part of the landscape for 20 years. Many of us have successfully negotiated significant number of ballots, every 5 years. But here in Liverpool, we have 3 bids. So that's 3 different organisations that you take through ballot. That's probably why I've got so much grey hair, having to go through that political process. But as I say, it is significant that the original idea for business improvement districts have been established now in the UK for 20 years, delivering each year over £150 million of additional resource, which the business improvement districts spend in their towns and in their cities. Interestingly enough, our UK government is now realising the importance of bids. And today, you may have seen, if anyone was looking, that UK government have launched a bid innovation forum. So they're now seeing how bids who are 20 years old are now maturing, and how we can take that business improvement district legislation, that bid legislation, and use it to benefit more towns and more cities, and actually firmly embed it in the landscape. The other key driver for that is that here in the UK, we have had many years of a reduction in public sector money to be spent locally. So the launch of business improvement districts coincides with a reduction in public sector funding. Thank you. If you let me have the next slide. Good. So if I mention a little bit about the specifics of Liverpool Bid Company. So Liverpool Bid Company is a privately established, not-for-profit limited company. We were established here in Liverpool in 2004 as part of a national pilot scheme to operate 3 business improvement districts here in the city, and indeed any other business improvement districts that have developed. So now we operate 3, our retail and leisure bid, our culture and commerce bid, and a newly established, which is generating a lot of interest in the UK, an accommodation bid. The retail and leisure bid and the culture and commerce bid are very much boundary-led specific business improvement districts. Our retail and leisure business improvement district growing out of the original city centre bid that came into being in 2004. And you will see how we brand it. So it's coordinated the approach to manage the 3 business improvement districts. Thank you for that. Okay, let me see the next slide. Thanks. For any of you who know the centre of Liverpool, this is a map showing the positioning of our business improvement districts. They are very much the core city centre and have grown over the 20 years from a small central position
to now where we cover the majority of our city centre, including our iconic waterfront, the commercial and business centre, our cultural centre, including some of the large cultural organisations, and then in the green area is our retail bid, which covers core retail area of the city, but then also includes up into an older part of the city centre, the Georgian Quarter, where we have a lot of restaurants and hotels, our Royal Philharmonic Hall, and our major cathedrals. The reason why there is the U shape with a gap in the middle is that because we have a major retail centre called Liverpool One, which is a brand new shopping centre that came into being after the original bid was established. But as it's very much a shopping centre in its own right, we touch the boundaries of it, but we actually don't provide services to that, nor do we receive levy monies from it. But as I said, the map shows the boundaries of the two geographic bounded areas, but we also have an accommodation bid, which is not boundary based. So if you could let me have the next slide. And so what do we use the levy that we raise? How do we use it? We have 4 areas of focus, and these areas of focus for delivery are the areas that our businesses want us to deliver. So because we are, as I said, mandated, we go to ballot, the businesses vote on the business plan we put forward, and the business plan is developed in accordance with their desires. So first and foremost is the housekeeping, safety and cleansing. So safety in terms of security, we deliver in partnership with Merseyside Police, a business crime reduction partnership, which includes paying for police officers. It includes providing a radio system that links over 200 businesses in the city centre, and also information sharing. So that provides a security connection for all of our business levy payers. And then we also have a small cleansing team. That cleansing team are those that support the work of the local authority, but deliver cleansing, graffiti removal, street washing. We provide marketing and animation. You can see one of the festivals that we support in terms of also delivering Christmas lights, Christmas animation, all part of making the city centre more attractive and more welcoming for people. We provide business support, and that business support ranges from providing connective meetings, networking meetings, but also bringing businesses together for mystery shopping to enable and assist them that are levy paying businesses with their customer service. So we mystery shop over 200 businesses a year, both retail, hospitality, and also in the business sector. And then we also provide connectivity by working with our transport authorities to enable that our businesses can have the best information about transport, and also about the best for them in terms of how we can provide resource to support connectivity in terms of active travel, cycling, net zero, and other areas such as that, all part of the work of the Business Improvement District here in Liverpool. But again, the work we do is mirrored across majority of business improvement districts in the UK, very much delivering very similar services. Thank you for that. If you can just share the next slide with me. Thank you. I mentioned about safety and cleansing. You see some of the work of our cleansing team, the equipment that we use, and the security that we provide. The next one will show you some of the other work that we have. If you let me have the next slide.
Yeah, some of the work around marketing and animation. Major focus for us is enhancing the districts with art. And we very much believe that you inspire a district by actually inspiring the heart of the people that are in it. The image on the left of the screen is a work that we do with the biennial in Liverpool. We have a biennial which is now over 25 years old. This was a particular piece of work that we commissioned, and it's by a Polish artist. You may notice if you look closely at it, you will see it's brightly coloured, but the lower portion of it above the plinth is a rust colour. The reason for that was to show people dramatically, if we don't do anything around reducing the amount of carbon that we emit, if we aren't committed to reducing the carbon, the areas of rust indicate 3 areas locally. The first one in orange is Liverpool itself, which will have 4% of its landmass underwater. The second one is an area on the other side of our main river, Mersey, which over 40% of the landmass will be covered by water. And the totem in the far background, which you can't really see too clearly, but about 80% of the mass, which is an area to the north of Liverpool, will be underwater. It's part of the significant work that we support around arts. We also support marketing. So our main street and the 3 young ladies who are there is part of an advertising campaign that we had around driving people into the city centre. And you can see our lights on Castle Street funded by the businesses through the Business Improvement District. Thank you for that. If you show the next slide, I mentioned about the business support and connectivity, very much health and well-being. Images there showing our levy payers taking part in free yoga classes, our levy payers being on what we call a net walk, and we bring people out of their offices, trying to encourage more people into the city and take them on walks around historic parts of the city, into various places, encouraging activity and encouraging connectivity. And the image on the right hand is again one of our walks in the city centre. Again, it's all part of well-being for levy-paying businesses, supporting their employees. It's very key for us to do that. And again, it's work that the Business Improvement District can do about building a community. Thank you. And the last, I think, we're coming towards the end of my discussion at the moment. I mentioned the accommodation bid. So I talked about the work of our 2 geographic bids using the bid legislation. In the UK, we've looked enviously across at Europe and North America at the fact that you can charge visitor levy. So when I stay in a European city, I pay a visitor tax onto my accommodation bill. Same in North America. I know when I've stayed in cities in the US, when there's significant both local taxes and sales taxes that are added. In the UK, we don't have that because taxation is very much controlled by central government. Within the UK, there is no mechanism for local authorities other than business rates to charge a visitor levy. And so we've explored, and Liverpool and Manchester, the first 2 in the UK, how we could use Business Improvement District legislation to provide funding for an accommodation bid. The money for that accommodation bid would then be used to support conferences and used to support anything which drives the requirement for accommodation in the city. And so we used, we've used our bid legislation, but used it in a different way. So it's the way we use it differently is that we have only put the Business Improvement District for one class of business. That's hotels and accommodation providers.
So we identified the number of accommodation providers who would pay the levy within the city of Liverpool. So it's the whole geographical boundary of the city. We calculated based on hotels which were larger hotels with a rateable value of 45,000 or above. And those hotels then were balloted on the basis of a business plan for an accommodation bid, whereby the resource we would get from that we can use then to provide subvention. So we went to ballot in November 2022, and the ballot was successful with over 84% by number and rateable value voting in support of it. And so the Business Improvement District came into being in January of 2023. And whereas in the geographical business improvement districts, we levy on a basis of 1.5% or 2% of rateable value. In the hotel bids, we levy on the basis of 4.5% of rateable value, which is a significant increase over and above what hotels were previously paying. And that generates for us about £800,000 a year. That money at this moment in time is used to support conferences. You may have noticed those in Europe who follow Eurovision may have noticed that Liverpool was the host of Eurovision quite successfully back in spring 2023. The reason that Eurovision came to Liverpool was, as we know, was sadly because Ukraine couldn't host it, and the UK broke its normal routine of getting very low scores in 2022 and came second in the Eurovision contest. But the UK then, through a period of competition, decided that Liverpool would host it, and we provided funding through our accommodation bid to enable the song contest to come to Liverpool. We also provide funding for our Labour Party conference, so political conferences to come to Liverpool. And the other events you see on there are World Gymnastics, again, sporting events coming to the city. The accommodation bid levy monies are being used to deliver support to do exactly what we say there, to increase bed nights and to increase the marketplace for those hotels in the city. So it's a way of using an existing legislation in a way that perhaps wasn't conceived originally. It's part of how I talk about business improvement districts as a tool for management of a city and a town, how that legislation has matured over the last 20 years. And I think that was my final slide. And obviously, I'm available for questions. We share all those slides. As I say, business improvement districts are very much now part of the landscape here in the UK and are not about to be removed from the landscape because of the fact that they work successfully. So thank you for listening. Thank you very much, Bill. Vous avez vu que Bill vous a laissé, comme Pierre, ses coordonnées. Donc, si vous voulez le joindre, vous pouvez le joindre directement et on pourra tout à l'heure éventuellement poser d'autres questions. Alors, la troisième personne qui va intervenir, on lui a demandé de cibler sa présentation sur une expérience qui se passe dans le Piémont, en Italie. Donc, Elena va nous présenter la gestion de centre-ville en Italie, mais on lui a demandé d'être un peu plus ciblé sur l'expérience du Piémont parce qu'il se passe là-bas quelque chose d'original. Donc, Elena, à toi la parole. Oui, merci Jean-Luc, j'espère que vous m'entendez bien et merci aussi à Centre-Ville Mouvement et aux grandes métropoles de Paris pour l'invitation aujourd'hui à vous rejoindre et à présenter cette expérience italienne. Bon, je vais parler en français, j'espère que la traduction va être bien même avec mon franco-italien, mais j'espère que ça va bien passer alors. Moi aussi, je vais me présenter en 2 mots. Maintenant, je travaille à l'université de Venise et je suis en train de mener une recherche sur la gestion de centre-ville en Italie pour essayer de mettre un peu
d'ordre dans toute la littérature qui se passe maintenant en Italie sur cette expérience qui date depuis 2008. On a commencé en 2008. Mais je fais partie aussi en ce moment du conseil général d'une fondation d'origine bancaire qui s'appelle Fondazione Compagnia di San Paolo et que après je vais vous expliquer pourquoi ça joue aussi un rôle dans la situation du Piémont. Mais j'ai travaillé aussi avec Jean-Luc et la MCV et Tosema à la définition de la gestion centre-ville et puis aussi à la définition du label de qualité Quality Mark de Tosema. Donc, j'ai une expérience, même si je suis partie comme architecte urbaniste, qui a aussi pu bénéficier d'un travail continuatif sur les thématiques économiques de la ville. Voilà, si vous pouvez passer à la slide suivante, merci. Alors, en Italie, nous avons maintenant, je disais, depuis 2008, des programmes qui sont des programmes régionaux, parce qu'il faut dire que la thématique du commerce en Italie, pour notre constitution, notre loi nationale, est quelque chose qui est de compétence des régions. Donc, nous avons 20 régions et 20 différentes lois. La région, la première qui a introduit le concept de gestion de centre-ville dans sa législation, c'est la région de la Lombardie en 2008, suivie du Veneto et puis des Pouilles. Pour finir, maintenant, il y a 6 régions qui ont un dispositif de gestion centre-ville. Vous voyez, le nord est presque tout couvert par des lois qui s'occupent de gestion centre-ville. Le sud a commencé par la Pouille et a suivi la région de Naples. Et maintenant, au centre, il y a la région de Perugia, Assisi, l'Umbria, qui est en train de construire sa loi. Vous pouvez passer la slide suivante. Merci, la diapo suivante. Voilà, je vais vous montrer le nord de l'Italie parce que c'est la situation la plus avancée aussi pour vous montrer une différence entre nous et les expériences qui nous ont racontées Pierre et Bill. Alors là, vous voyez toutes les villes des 3 régions du Piémont, de la Lombardie et du Veneto qui sont colorées en bleu, où il y a des districts qui sont des, disons, cellules de gestion centre-ville sur plusieurs villes. Parce que ça veut dire que les villes, elles sont trop petites, donc elles ont plus ou moins de 10 000 habitants. Et donc, ils vont se mettre ensemble pour monter un dispositif de gestion centre-ville. Là, c'est la première différence entre nous et, disons, le reste du monde, parce que nous avons aussi ce type de gestion centre-ville sur plusieurs municipalités. Donc, en bleu, les municipalités qui se regroupent et en jaune, les municipalités qui ont une cellule ou plusieurs cellules, comme dans le cas des villes principales, chefs de département ou chefs de région, comme Turin, Milan, Venise, qui ont plusieurs districts dans le même, plusieurs cellules de gestion centre-ville dans la même ville. La prochaine slide, s'il vous plaît. La diapo suivante. Et pourquoi je vais vous parler du Piémont? Parce que là, nous sommes partis un peu plus tard. Vous voyez, en pleine pandémie, en décembre 2020, tandis que je vous ai dit que la Lombardie, qui est la première en Italie, a commencé en 2008. Mais c'est un peu un cas intéressant, à mon avis, parce que nous avons
ouvert le dispositif de gestion de centre-ville qui était avant très ciblé sur les classiques thématiques que Pierre et Bill nous ont aussi bien nous raconté, donc l'animation, la gestion du mix commercial, l'accessibilité, la viabilité du centre-ville, la promotion du centre-ville. Là, on le fait dans tous les dispositifs de gestion centre-ville que je vous ai montré dans chaque région. Mais en Piémont, on a commencé aussi à ouvrir un peu plus un dialogue, un lien avec tout ce qui est social et tiers secteur, no-profit. Donc, tout ce qui est pas business, mais qui fait en tout cas le cœur, qui construit le cœur de notre communauté. Alors là, la région a commencé en 2020 avec une loi. Elle a investi à partir de 2020 jusqu'ici 21 millions d'euros pour soutenir 77 cellules de gestion centre-ville que chez nous, on appelle distretti del commercio en mutualisant un peu la définition de Business Improvement District. En Piémont, les municipalités qui sont concernées par le dispositif sont 569, ça veut dire 1 sur 2, parce que la région du Piémont a 1200 plus ou moins municipalités dans son propre territoire. La prochaine slide, merci. La diapo suivante. Et là, vous voyez, il y a une différence. Là, il y a tous les départements qui font la région du Piémont. La capitale est Turin, qui a eu l'Eurovision Bill avant que Liverpool, l'année avant, Turin. Et alors là, il y a Turin qui a un district urbain et avec Turin, il y a tous les chefs les capitales de département qui ont un district et aussi toutes les villes qui ont plus que 10 000 habitants. Donc, on a 40 villes qui ont ce type de cellules de gestion centre-ville et 37 qui ont des cellules de gestion sur plusieurs villes. Et il y a aussi des situations différentes géographiquement parce que nous avons des situations à la montagne, dans la plaine, dans des zones touristiques, donc qui pourraient bénéficier par exemple par la taxe du séjour, mais aussi dans des zones qui n'ont pas une vocation touristique, où vraiment il y a une désertification commerciale en cours et où il faut trouver des solutions pour lutter contre la désertification du commerce et pour garantir une offre de services minimum pour les habitants. La diapo suivante, merci. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, le modèle de gouvernance, c'est toujours un partenariat public-privé. Un partenariat public-privé qui est lié à une zone, un périmètre territorial géographique et qui a 2 niveaux de fonctionnement. Un premier niveau où il y a la municipalité et les associations de retailers concernées. Dans tout le Piémont, ça veut dire 442 partenaires dans toute la région. Alors là, nous avons les associations du retailer qui sont Confcommercio et Confesercenti, qui travaillent vraiment beaucoup pour faire le lien avec chaque entreprise commerciale. Donc là, c'est le premier niveau du partenariat public-privé où on se retrouve plus souvent parce que c'est vraiment un partenariat qui est stratégique, mais aussi opérationnel. Puis, il y a un deuxième niveau qui voit aussi d'autres typologies de partenaires, comme les chambres de commerce, les écoles, par exemple, les associations culturelles, les associations du tiers secteur ou qui s'occupent d'inclusion sociale, plutôt que des banques, plutôt que d'autres situations qui changent à selon de la ville. Et là, nous avons dans toute la région 992 partenaires concernés. Pour gérer tout ça, alors comment on fait? On a pour l'instant 77 managers de centre-ville
qui sont soit employés de la ville, soit employés des associations de retailers, soit des professionnels de la gestion de centre-ville qui sont employés par le partenariat directement. L'accord, la gouvernance, donc le partenariat public-privé, est réglementé par un accord formalisé. La slide suivante, la diapo suivante, merci. Alors là, pour accompagner tout cette énorme mobilisation de partenaires, vous voyez qu'il y en avait plus de 400 au premier niveau et plus de 900 au deuxième niveau. On a signé un accord entre la région du Piémont, qui est le sujet qui donne la loi, qui donne les règles et aussi qui donne l'argent en premier pour soutenir la politique. Et alors là, on a fait cet agrément avec Union Camere, qui est l'association qui regroupe toutes les chambres de commerce de la région. Et puis, là, il y a un sujet qui est peu commun dans la démarche de la gestion centre-ville, même en Italie et aussi ailleurs, qui est une fondation d'origine bancaire, qui est un sujet philanthropique. Et les trois ont signé cet accord qui a déjà eu une deuxième signature pour les années 2024 et 2025. Et la raison de cet accord, c'est de travailler ensemble, de mettre en commun les idées, de faire de la stratégie, mais aussi de faire un accompagnement, une sorte de formation en continu, animation de tous les managers et de tous les sujets qui sont concernés par la politique de gestion centre-ville en Piémont. Et ça, c'est assuré par le laboratoire d'innovation sociale qui s'appelle LABINS. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc depuis mai 2022 à maintenant, nous avons fait une dizaine de réunions stratégiques pour étudier, mettre en commun. Par exemple, nous avons vraiment beaucoup d'interventions en ce moment dans le plan relance que l'Union européenne finance à l'Italie. Et donc, si vous voulez, beaucoup d'actions infrastructurelles, elles sont payées par l'Europe. Donc, nous avons besoin de mettre en synergie ce type d'intervention avec les politiques de gestion centre-ville, par exemple. Et alors, en partenariat organisatif entre la région du Piémont, la fondation et le système des chambres de commerce nous aide beaucoup pour mettre à système tout ce type d'intervention qui arrive sur le terrain. Et donc, on a fait des meetings soit online, parce que vous savez, la région du Piémont est une grande région et c'est difficile de nous retrouver physiquement tous ensemble pour travailler, mais aussi une vingtaine de meetings online périodiques pour échanger sur les bonnes pratiques des uns et des autres, sur les criticités des uns et des autres pour trouver des solutions en commun. Et voilà, et puis il y a une consultance de l'ABINS qui est spécifique. On a fait des interviews à tous les managers, on a travaillé à dessiner les maps du partenariat public-privé de chaque cellule de gestion centre-ville. On a travaillé avec les associations de retailers, on a fait des sessions de consultance spécifiques sur des problèmes spécifiques, tout ça pour accompagner la politique au niveau régional. Et diapo suivante. Alors, qu'est-ce que nous faisons par rapport à la gestion centre-ville? Nous faisons tout ce que les intervenants qui m'ont précédé ont illustré. Donc, l'animation commerciale, on fait les événements,
on fait de la promotion, on travaille sur le placemaking, sur les espaces publics, on travaille sur le support à chaque entreprise avec de la formation spécialisée, mais on fait quelque chose, on essaie de faire quelque chose en plus en se basant sur les 3 piliers que l'Union européenne a mis dans sa politique de développement local. Et donc, on travaille sur les 3 aspects environnemental, social et économique en cherchant de trouver des actions qui touchent les 3 lignes. Et on essaye d'envisager des districts de nouvelle génération parce qu'en Italie, vous voyez, on a commencé en 2008, donc on a une première génération de cellules de gestion centre-ville qui arrive jusqu'à la pandémie. Et puis, quelque chose a changé et il faut retravailler le concept. Et là, on a essayé de le faire aussi en travaillant sur les nouvelles générations, sur les jeunes, avec l'éducation à la consommation, avec un travail sur l'inclusion aussi et sur le commerce comme pas seulement business, mais aussi responsabilité pour la proximité et donc service de proximité, service pour créer et renforcer la structure de la proximité. Donc là, c'est un peu les choses que nous faisons en Piémont. Je vous remercie et je vous laisse dans la diapo suivante mon adresse email et mon numéro de téléphone. Donc, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me contacter. Et j'espère. Le numéro de téléphone, on insiste bien pour raison professionnelle. Oui, ça, c'est ça. C'est ça. C'est le téléphone professionnel. Merci. Voilà, un grand merci, Elena. Et suite à la présentation d'Elena, j'attire l'attention de toutes les personnes qui suivent le webinaire sur le fait que le fameux ESG, donc l'environnement, le social et la gouvernance, le caractère ESG de plus en plus au niveau européen. On parle maintenant de villes et de centres-villes à caractère ESG. Donc, c'est quelque chose qui est un incontournable pour les années à venir. Voilà, donc un grand merci et je vais passer la parole à Björn. Malheureusement, Björn, tu es le 4e et donc le temps nous est compté, donc tu vas devoir bien respecter ton timing. Je te remercie et je te donne la parole. Thank you so much. Thank you for having me today. I'll try to be brief. And thank you so much for the invitation. It seems like you've picked the Eurovision cities of Europe because I talk from Malmö, who will be the host of Eurovision in May this year due to Lorene's smashing hit Tattoo that actually won in Liverpool, who hosted the Eurovision just before Turin. This is a Eurovision meeting in some way. Hope to see you all in Malmö in May. I have about 30 years of experience in this field, and it's equivalent to the years of this organization, the Swedish Association of Towns and Cities. And we have, for many years, been influenced by the UK organization ATCM that I'm sure that Bill knows all about. We are a not-for-profit organization, a membership organization, and for public and private urban developers. And we are represented with members in about 30 different cities and towns throughout Sweden. So we work on a national level. And next slide, please. Like any other organization, we have a vision and a mission.
would like to be the Swedish collaborative platform for creating attractive and sustainable urban centers. And next slide, please. The mission is to inspire, educate, and support our members to create living, vibrant, and attractive city centers. Next slide, please. But we also have a passion and a company passion, and that is collaboration between public and commercial stakeholders. We believe that working together is the only way to create attractive and sustainable central places. And as I said, we have about 30 years of experience to share with our members. Next slide, please. We have 4 different areas of operation. It's to inspire. Something happened there. Educate, support, and share knowledge. And when it comes to inspiration, I think we are mostly known for, next slide, please, the City Center of the Year award. It's a very prestigious award in Sweden. And it's also a very important way of setting up a common goal for all the city stakeholders to work together. This here is Helsingborg, who won the award in 2022. Thank you. Next slide, yes. We have, for support, we have different tools for our members to use. And one is inspired by the UK again. It's called Purple Flag, and I don't know if you're aware of that, Bill, but the Purple Flag is addresses the nighttime economy, and we use it as a process tool to make selected areas safe, vibrant, and attractive. We imported it from the UK, and we've translated it into Swedish culture and Swedish, of course. And in the UK, I think you have about 70 cities and towns who are certified Purple Flag cities. And next slide, please. In Sweden, we have about 30 cities and places all over Sweden now, and we keep getting new cities who wants to be certified. Another process tool, the next slide, please, is our voluntarily bid model. It's a voluntarily process tool since we don't have the legislation like the rest of Europe. But we try to support our members in their processes of collaboration, but we never take charge. There's always a local bid manager to manage the action plans. And we have different types of bids as well. There's safety bids, tourism bids, city bids, service bids for smaller villages. So we have different tools to different places. And next slide, please. And in Sweden, we now have about 30 places and cities that have used our tool to set up collaboration. And it's between the municipality, the property owners, and the retail businesses. And we have many more cities who'd like to join us. And in the future, we'll probably have a legislation. It's on its way, but it's not there yet. Next slide, please. We have an educational program for city managers. We provide training that specifically focuses on the special position that a city manager has. They need to act both on short-term activities like events and marketing, but they also have to focus on long-term strategies, issues of placemaking, etc. So it's a very special position, and we build the educational program around that experience. Next slide, please. We organize regional network meetings for city managers twice a year, where they can exchange experiences and ideas.
And we also have a special network, also inspired by the UK, I have to admit, called the Keys City Group. Consists of the 15 largest cities in Sweden. And the city managers in this group, they meet more often over the year, and they have a closer collaboration. Next slide, please. We arranged for some national and very well attended conferences and webinars over the year. And we have had some very important master talks, like Richard Florida on the picture here, who wrote, amongst other things, the rise of the creative class. We've had Carlos Moreno about who promotes the 15-minute city. We've had Gilles Penalosa talks about the 8 to 80 cities. And this year we'll have Jan Gehl. He's a legend in city planning. Many of you know of him. This year we will also host the World Town Leadership Summit in Stockholm, together with the International Downtown Association, IDA. And it's between the 11th and 12th of June in Stockholm. And if you're interested in attending, please just send me a note and I'll send you the invitation. There'll be visitors from all over the world, from US, Canada, England, Germany, Finland, South Africa, Japan, some of the countries that I know of. Next slide, please. We also share knowledge with our members, and we have a board of researchers that comes from various faculties around Sweden, and they provide us with new trends and knowledge, and they influence our tools, our education, and our conference programs. And they hand out an annual trend analysis, trend report every year to our members. Next slide, please. Since we don't have the bid legislation, there's a traditional partnership in Sweden, and it's usually a collaboration between the municipality, the property owners, and the businesses in the city center. But we are all waiting for the bid legislation. It's on its way. It's focused on socially challenged areas, and it's mainly about safety and security. But we will be able to use it in the city center as well as a bid legislation that you are all familiar with. Next slide, please. As a national organization, we try to lobby for some of the more crucial questions that we have. And we promote a few proposed actions for the national government. We would like to see a formal city center policy in Sweden. We don't have that for now. I would like to see what kind of ambitions the national politics have for our city centers. We would also like to have someone in government appointed to our questions. I know in the UK you have a Minister of High Streets, and we have nothing similar. When we address the national government, we have to address 6 or 7 different departments. And finally, we'd like to see a commission for vibrant city centers. And to establish a commission like that, next slide, please. And it's my final. So I think I've kept my time very well. We would like to see the commission that could, for instance, investigate the city center's importance to social and economic welfare, and also to establish a knowledge hub for city center development. And we need to have a formal
promotion on collaboration between public and private stakeholders. We have different types of partnership, but there's not one that everyone is secure, knows works well. And the Commission could also work on simplifying regulations, etc., throughout the country. So thank you. I'll end here, and thank you for the possibility to share. Thank you very much, and see you, Björn, and see you soon in Malmö. Yes. Voilà, je remercie nos 4 intervenants et je passe maintenant la main à l'équipe de la métropole du Grand Paris pour les échanges avec les différentes personnes qui participent au webinaire. Ronan, à toi et à ton équipe. Yes, so thank you very much for all these examples that are really inspiring. So just to finish this event, we know that it's been like an hour and a half talking, and it was really concentrations. So just 3 questions that we prepare to get also your interest and to know more about what your expectation for the next session, the next webinar that will talk about the town center management. So we want to know more about you, what's your expectations. So we were supposed to talking in the chats to analyze your answer, but the chat is not working today. So we will give you the talks, the mic. So can you change the slide, please? In the four examples that we got, so the Swedish one, the one from Liverpool, the one from Canada, the one from Italy, which part of it, like what's the idea, the project, the way to do it that catch the most your attention? So it's not about ranking all the people who talk, it's just to know what's the idea, the example that catch the most your attention. So you can just raise your hand and we will give the talk to someone because we can't use the chat today. So if there are anyone who want to talk, it's free. You can talk in French or in English. It's up to you. So no one. Yes, Björn, you want to talk? Well, thank you. I was very interested in the Italian example of national financing of the bids, and the numbers were really impressive. And I also know that the UK have national fundings that can be used to develop the city centres. That was very interesting and something that I will use when I argue with my politicians. We see that there's a lot in common between the country, but also there's quite different things in the way of doing it. So that's really interesting between the BID, the SDC in Montreal, and the works in Italy. That was more not exactly the same. But maybe Elena, you'd like to answer that, or maybe Bill? Oui, si je peux. Yes. OK. Alors oui, nous avons, disons, là, on n'a pas une loi nationale, mais on a des lois régionales, régionaux, parce que chaque région a sa loi dans un cadre national. Donc, le financement est régional. Et le 20 millions d'euros que j'ai dit avant, ce sont seulement pour la région du Piémont, parce que, par exemple, la région de la Lombardie a mis dans les dernières 3 années 40 millions d'euros. Ils sont plus riches que nous. La différence entre les BID et la gestion centre-ville à l'italienne est que nous n'avons pas un organisme juridique
une association sans but lucratif, un organisme qui est la gestion centre-ville. Nous avons seulement un accord formel entre le public et les associations des retailers et les autres partenaires. Donc, la différence, c'est qu'on n'a pas juridiquement un organisme, mais c'est simplement un accord de partenariat formel, mais pratiquement l'argent, c'est toujours le public qui le donne pour chaque action. Donc, la région donne l'argent à la municipalité ou à la municipalité chef de file si nous avons une gestion centre-ville sur plusieurs villes. Et après, c'est la municipalité qui va financer chaque action, même des associations du retailer, même privées, etc. Donc, c'est un peu différent des BID qui ont une personnalité juridique. Je ne sais pas comment on dit en français. Merci. Okay, thank you very much for Merci. your answer, your precision. So maybe we can just. Yes, maybe there is another question for the speakers. If you'd like to explore Pierre? points. Yes. Pierre Boudreau from Canada, do you want to? Yeah, please. I have a question for Bjorn in Sweden. I'm just curious. You said that the BID that you have are voluntary. So is there a mandatory fee to pay, or how does it work exactly for the levy? No, it's all based on a voluntarily basis. So the bid itself decides on the action plan and then finance the action plan within the bid. But in Sweden, I think in the bid do not have very much money, but when the different stakeholders get together, they understand each other better. They can discuss what are the success actions that we need to do. So when the municipality then decides on their own at home, they are much wiser and smarter because they have been speaking to the rest of the stakeholders and they make better decisions. So the voluntarily model has its advantages. You only work with the one who's very engaged in the questions. And we get the finance from like 70 or 80% of the property owners and the business owners. But we don't have the ones who are very negative to the organization, the ones who said no, but still have to pay. We don't have them. And in the end, when the work has been done for some time, many of the ones who are negative wants to join because they find out that they have a lack of information. There's actions taking place that they don't know of, and in places that they don't want them to be. So they want to be influential, and then they have to pay. So the negative side is, like you said in your presentation, that it's hard to have the engagement from everyone over a period of time. If you have the money, you can organize the work and you get things done. So it's pros and cons. I would like to have the financing though. Thank you. Thank you. So we can. Okay, if there is there is another question from Ronan. Yes, Ronan, you can go on. Moi, j'ai une question pour Pierre. Donc, si je comprends bien, une société de développement commercial est une société privée, et comme si elle avait des actionnaires d'une certaine manière, en tout moins des parties prenantes. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a un bilan, un compte de résultats chaque année qui doit montrer que les actions ont été menées et d'une certaine manière qu'elles ont eu de l'impact. Oui, absolument. J'apporterai une nuance. C'est une société à but non lucratif qui est inscrite au registre des entreprises comme une entreprise privée,
mais qui a un statut d'entreprise à but non lucratif. C'est un peu la nuance que j'apporterais. Et oui, à chaque année, lors de l'Assemblée générale, on a 2 assemblées, une qui est pour le vote du budget, mais l'autre assemblée qui est un peu la reddition de comptes, où le bilan des actions annuelles est présenté. Ensuite de ça, les états financiers, bien sûr, comment l'argent a été dépensé, et aussi le plan d'action qui s'en vient pour l'année suivante. À la différence de l'Angleterre, on n'a pas de ballot. À chaque 5 ans en Angleterre, ils ont à représenter, dans le fond, à refaire leurs devoirs et redemander à leurs membres, voulez-vous qu'on continue pendant encore 5 ans à gérer ce BID? Nous, à Montréal, ça ne fonctionne pas comme ça. Si des gens s'y opposent de façon vraiment ferme, il y a un processus de dissolution de SDC qui est possible, qui est encadré dans la loi, mais on n'a pas à retourner à chaque 5 ans en vote pour le maintien de la SDC. C'est un peu la nuance que j'apporterais. Est-ce que ça répond à votre question? Parfait. Merci. Merci. Pierre Creuset, vous avez une question? Oui, je voulais savoir, c'est vrai que le nez de la guerre, c'est quand même la structure et les financements. En Italie, le financement provient des régions, des communes. Est-ce que ça provient également des commerçants? Oui. Maybe Elena, Oui, ok. Alors, il faut faire une différence. Alors, il y a des actions et le fonctionnement de la cellule de gestion centre-ville. Alors, le fonctionnement de la cellule de gestion centre-ville, évidemment, a des ressources qui sont publiques, qui arrivent de la part de la région, qui les passent à la ville et voilà. Et puis, la ville va les utiliser pour la partie, disons, de gestion. Puis, il y a l'argent pour les actions. Et là, ça dépend. Par exemple, les lumières de Noël, ils sont toujours payés une partie par une cotisation avec les entreprises. Et puis, par exemple, la ville et puis les associations de retailers. Tandis que s'il y a une action menée, par exemple, avec, je ne sais pas, les écoles, là, on peut avoir de l'argent qui vient aussi des fondations d'origine bancaire plutôt que d'un autre type de financement. Donc, la différence est un peu entre le fonctionnement et les actions. Et puis, il faut aussi dire que nous, en Piémont, on est en train de construire la politique parce qu'on est parti en 2020. On a vrai, les exemples des autres régions où ça fonctionne plus ou moins à la même manière. C'est pas ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et si ça va, la Bah, question, c'est vrai que le modèle financier est un peu différent par rapport à d'autres pays d'Europe. Is there any more question about this? Bjorn? Sorry, keep asking questions. I have a question about. Right. I have a question about if you have a bid law. Is there a discussion in your society about privatizing the bid areas? Is there criticism about private sector taking over the public space? That's an open question for anyone to answer. I can speak about the UK perspective. Obviously, although the Business Improvement District is a geographical area, it doesn't privatize the public realm, the spaces in between the buildings. So we still have to operate through an operating agreement with the local authority and seek permission from the local authority for any activities that we want to carry out. There was a case in point where we actually supported
physical transformation of an area which we paid for, but the local authority delivered in partnership with us. So we're not taking over. We don't lease the area in that way. And so we're very clear to make a demarcation between our work and the work of the local authorities, so that everything we deliver is additional over and above their services. So if there is no further question, maybe you will pursue. So can you change the slide, please? So maybe this question is more for the audience. So what topics would you like to discuss regarding like town center management? Maybe there is topics that we didn't discuss yet and you'd like to introduce? Feel free to just take the talk to say that you want deeper information or deeper example about things that are in the town center management. So we gave you some example. It can be about the governance. So how to structure the way of working the town center or the process, but also how to finance the actions that are improving the town center, or how to monitor the action that you do or all the governance do on the town center. It's also about the cross-cutting, the working together, like working between private and public, and making all the partners, all the stakeholders working together. And another topics about the town center management could be the place marketing. So to work on the identity, how to make it. And also another topic that could be entered in the town center management is the strategic study that could be done before launching actions. How to do it, which one to do it, in which order. So feel free to take the talk, to take the voice, to tell us if there's one of these topics that interested you the most. Like this, we can improve and adapt the next webinar about what you need, about what's your expectations. And you don't have to do like a long presentation, just keywords, we take it. Or if you want to make it easier, we can do maybe like a vote, like with the reactions. If you want, you can put just a symbol like this or like this, like one of the 5 emoji that you can put. So for the first 5 of the topics that we gave you here, it can be like a vote, and it will help us to construct the next webinar. Okay, anyway, I think we will send you a Google form so you can participate on it. Maybe just we'll let Ronan conclude the webinar. Oui, non, bon, là c'est difficile de faire l'interactif sans chat, en effet. Non, ce qu'on vous propose, c'est de vous faire parvenir, tous ceux qui sont inscrits au webinaire, on va vous faire parvenir un formulaire justement pour essayer de remonter vos besoins, vos attentes. Et également, ensuite, l'idée, ça sera de constituer une base des bonnes pratiques qui puissent être diffusées à l'ensemble des participants et puis bien sûr bien plus largement. Moi, ce que je retiens quand même dans les thèmes, j'ai entendu plusieurs thèmes. Moi, j'ai noté la notion de financement, qui veut dire projet, veut dire financement, que ce soit financement de la structure, en termes de gestion, j'allais dire, du quotidien, mais également gestion des actions.
Ça, j'ai bien entendu, avec différentes notions du sponsoring, de la fondation, de l'argent public, de l'argent privé. Je pense que ça peut être un thème la prochaine fois. J'ai entendu la notion quand même de partenariat, qui est quand même une base, j'allais dire cette notion de gouvernance et la gouvernance du partenariat presque, qui pourrait être abordée. Et il y a une notion aussi que je n'avais pas entendue, c'est un peu cette question du tourisme, finalement. On l'a entendu à Liverpool, on l'a entendu pour Montréal, on l'a entendu aussi pour le Piémont. Il y a un peu cette question aussi, quelle gestion finalement du centre-ville vis-à-vis du public des visiteurs. Je pense que ça peut être aussi un sujet. Et bien sûr, la notion de monitoring que j'ai aussi entendu. Donc, l'idée, c'est de nous retrouver au mois de juin, la prochaine fois, et on va vous faire parvenir un formulaire pour remonter vos besoins et voir un peu comment on va prioriser les actions sur, j'allais dire, les présentations sur les différents webinaires à venir jusqu'à fin 2025. Jean-Luc, Pierre, si vous voulez donner un mot de fin également. Eh bien, de mon côté, je remercie tous nos intervenants et toutes les personnes qui ont participé. J'espère que nous allons pouvoir échanger à l'avenir et arriver avec des process plus efficaces en gestion de centre-ville. Voilà, je vous remercie tous et à notre prochain webinaire. Oui, un grand merci à vous. C'est vrai que le lancement est fait maintenant de l'Observatoire européen du centre-ville et je trouve ça très intéressant parce que on a tous nos méthodes, toutes nos façons de faire. On a vu qu'en Italie, au Canada, en Suède, c'est pas complètement différent parce qu'il y a les mêmes outils, mais il n'y a pas les mêmes financements, il n'y a pas les mêmes structures. Donc, il y a plein de choses à voir ensemble, à partager ensemble, et c'est très bien. Je vous signale également, au cas où vous pouvez réserver dès à présent vos dates, le 7 et le 8 octobre, nous aurons les états généraux du management de centre-ville et du commerce à Albi. Voilà. Et donc, nous aurons nos amis québécois et canadiens qui seront présents et nous aurons donc tout un travail sur la gestion de centre-ville également et bien entendu avec le travail remarquable que font la métropole du Grand Paris en tant que chef de file de ce projet Urbact. Merci à vous tous et merci pour ce lancement brillant de cet observatoire sur la gestion de centre-ville. Thank you very much. Merci. Thank you. Merci tout le monde. Au revoir. Goodbye. Merci. Au revoir. Au revoir. Have a great evening.